Donc moi c'est Jeanne-Marie Corrèze, autrice débutante, on va dire. Premier roman, Le Chant des Cavalières, qui est une histoire d'un royaume en difficulté politique qui va se retrouver pris dans les combats de chaque faction cherchant à prendre le pouvoir. Alors moi j'écris depuis façon assez cliché depuis toujours. Donc depuis que j'ai appris à écrire à l'école, j'ai des cahiers de brouillon dans lesquels j'écris des histoires, des débuts d'histoires beaucoup, et pas beaucoup de fins. C'est énormément de premiers chapitres, voire de premiers paragraphes, et jamais la suite. Et du coup en fait Le Chant des Cavalières c'est le premier roman que j'ai terminé totalement. À part un jeunesse de qualité particulièrement médiocre que j'ai écrit pour le concours Gallimard du premier roman jeunesse que a gagné, j'ai perdu son nom évidemment, enfin l'autrice de Christelle Dabos, l'autrice de La Passe Miroir. Voilà. Et du coup c'était beaucoup d'essais, beaucoup de débuts qui allaient nulle part et qui poursuivaient pas. Et après j'ai vraiment fini, je me suis vraiment mis, on va dire, sérieusement à écrire tous les jours en me disant il faut que je finisse un texte avec Le Chant des Cavalières finalement. Alors au tout début, Le Chant des Cavalières c'est vraiment une réécriture au féminin du mythe arthurien. Donc il y avait Arthur qui était une meuf, Merlin était une meuf, du coup pour le coup lui il a eu un petit retour en arrière et il est redevenu, il est reparti vers garçon. Pareil pour Lancelot, pour Guenièvre, pour toutes les figures un peu connues de la légende arthurienne. Et après, ça a évolué, bien sûr, même s'il y a des choses qui sont restées, puisque moi, j'aimais beaucoup l'idée de l'épée sacrée qu'on garde, qui désigne le roi suivant. Tout ça, j'aimais bien, donc je l'ai gardé, mais pour une reine, du coup. Et après, ce qui a particulièrement modifié, je pense, le début de l'histoire, c'est l'intégration dans cette début d'histoire-là de l'ordre des cavalières, du coup, avec leurs dragons, et surtout qui sont que des femmes, qui sont des femmes et des personnes non binaires, qui sont des combattantes, mais aussi qui sont aussi garantes de l'intégrité religieuse du pays, et qui du coup ont un pouvoir qui est assez fort si on se compare à l'Église catholique, par exemple, en France, durant le Moyen-Âge, etc. Et du coup ça a amené pas mal de bouleversements sur la construction de l'histoire. Et après je sais pas si j'ai pas précisément le déroulé de l'histoire parce que moi j'avoue je suis un peu jardinier, je commence à écrire et après ça se déroule quand j'écris en fait, ça se développe parce que je suis en train d'écrire, je vois où est-ce que je vais et rarement avant. Ah oui, c'était forcément un roman de fantasy parce que j'écris que de la fantasy. J'ai énormément de mal à écrire quoi que ce soit d'autre. Je pense que je n'écris même pas de science-fiction, même si ça me tente un peu en ce moment. Mais ça a toujours été un roman de fantasy et pour moi c'était toujours obligé que j'écrirais de la fantasy. Je pense depuis que j'ai lu les Ewilan de Pierre Bottero, un peu d'Eric Lhomme et tout ça, c'était parti pour je veux écrire de la fantasy et j'écrirai de la fantasy et je m'étais jamais posé la question d'écrire quoi que ce soit d'autre que de la fantasy, à part très récemment avec un peu de science-fiction. De la littérature blanche, ça m'intéresse pas spécialement, donc je sais pas. Mais je me pose pas de barrière, on verra où ça va. Mais clairement, la fantasy, ça a toujours les littératures d'imaginaire, ça a toujours été là où je me réfugiais, donc j'avais pas idée de faire autre chose que ça. Alors, moi j'écris difficilement, donc je me concentre, j'ai beaucoup de mal à trouver de la concentration, beaucoup de mal à trouver de l'inspiration, je la poursuis beaucoup et je la rattrape rarement. Donc c'était assez long, je pense que c'est assez long parce qu'il n'est pas très très long en fait, Le Chant des Cavalières c'est pas un très gros roman et j'ai mis énormément de temps à l'écrire, vraiment fallait que j'arrache chaque page à la journée de travail. Moralement, pendant une période, j'étais à plein temps au collège où je travaille, donc je faisais 41 heures par semaine, ce qui est un peu long quand même. Et du coup, j'avais pas énormément de temps le soir, le reste du temps pour écrire, et surtout le week-end, j'avais tout sauf envie de travailler. Donc je me suis forcée pendant la semaine, après ma journée de boulot, à clôturer avec 1 à 2 heures d'écriture en écrivant au moins 600 mots.
Et c'est comme ça que j'ai avancé majoritairement dans le Chant des Cavalières, c'est 600 mots par 600 mots, chaque jour en me disant non, on y retourne, on essaye. Et je sais en plus, maintenant je sais comment je fonctionne, je sais que si j'y retourne et que je me mets chaque jour, je vais écrire et ça va fonctionner et je vais me remettre facilement dans mon texte. Et en plus ça va être plus simple et ce sera moins douloureux comme travail. Mais pour autant, je dis pas que là, pour le prochain que je suis en train d'écrire, j'arrive à m'y remettre sérieusement et je fais moins d'heures au collège, donc c'est dur. Hein. Mais pour le coup, ouais, donc c'était vraiment... Enfin, c'est vraiment chaque jour, je me mettais un minimum de mots à atteindre. Après, si je dépassais, tant mieux. Mais vraiment, j'essayais d'atteindre ce minimum-là. Et au niveau un peu plus global, moi j'ai écrit beaucoup directement en contact avec mon directeur littéraire, Julien Bétan. Et du coup, très rapidement, je lui ai envoyé des chapitres... au fur et à mesure que j'écrivais, et comme ça, si jamais il avait des encouragements à me donner, des conseils à me donner, je pouvais m'en nourrir pour avancer dans le reste de l'histoire. Alors j'ai eu un coup de hasard incroyable. C'est-à-dire que mes grands-parents ont vendu leur maison familiale, enfin la maison qu'ils avaient fait construire et où ils avaient vécu pendant près de 40 ans il y a une dizaine d'années. Et en fait, la personne à qui ils l'ont vendu, entre autres, c'était du coup mon directeur littéraire qui nous a réinvités dans la maison un jour pour qu'on puisse la voir, parce qu'elle a beaucoup d'importance dans ma famille pour dans l'enfance qu'on y a passé respectivement chacun. Et du coup, j'y suis allée en me disant, je sais qu'il est éditeur, je sais qu'il travaille chez les moutons, je sais ce que publient les moutons et j'aime énormément les moutons, donc bon, est-ce que je me chauffe pas à ramener un premier chapitre que j'aurais fini, pour une fois, complètement, avec l'idée de avoir un avis d'un professionnel, pas pour publier, c'était d'abord vraiment d'un professionnel qui pourrait me dire est-ce que c'est est-ce que c'est nul, absolument, ou est-ce que y a quelque chose, est-ce qu'avec du travail ça peut même déboucher sur quelque chose de réel, et donc, parce que j'avais jamais eu d'avis professionnel sur mon écriture, même d'un professeur, je pense, enfin, j'avais pas depuis le collège, quoi, ou le lycée, où j'étais encore assez jeune dans mon activité d'écrivain. Et donc je viens avec ce chapitre-là chez lui et je lui ai donné, et à partir de là en fait on a échangé parce que ça lui a paru à son goût. Et du coup on a commencé à échanger dès ce moment-là. Et moi je pense que j'ai réussi à écrire Le Chant des Cavalières que parce que j'ai eu un échange avec mon dirlit sur le long terme, et parce que je pouvais me reposer sur lui pour savoir qu'il attendait que je lui fournisse quelque chose. Et donc il y avait une date butoir, il y avait des choses à faire, donc je devais avancer, donc il fallait que je finisse, alors que sinon je sais pas si j'aurais eu le sérieux tout seul d'écrire jusqu'au bout Le Chant des Cavalières, quoi. Enfin, clairement je me serais arrêtée avant en mode et j'aurais commencé autre chose que j'aurais jamais fini aussi. Moi, j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup retravaillé, j'avoue. Enfin, je trouve que j'écris... mais c'est pour ça que je pense que j'écris lentement aussi, c'est que je pondère énormément chacune des phrases avant de les poser, même à l'écrit, que ce soit dans mon cahier quand je travaille pas chez moi, ou que quand je suis sur mon ordinateur et que je le tape sur Word, hein, tout simplement. Je mets beaucoup de temps parce que je réfléchis bien à l'agencement de chaque phrase, avec la suite, qu'il n'y ait pas trop de phrases de la même longueur à la suite pour que ça soit fluide à lire. Je lis beaucoup à haute voix ce que je suis en train d'écrire au moment où je l'écris pour avoir une musicalité à l'oreille, un effet qui fonctionne et qui soit agréable. Donc c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps, et du coup je pense que finalement je fais presque une sorte de relecture en moment même où j'écris, donc je m'économise peut-être un peu de travail après, mais ça me prend du coup énormément de temps sur le moment T. Et après pour le style, moi je pense que j'ai été beaucoup biberonnée quand j'étais gosse avec le Seigneur des Anneaux, tout simplement parce que ma mère me racontait le Seigneur des Anneaux avant de dormir quand j'étais petit. Je les ai vus au cinéma tous à 6 ans, du coup en 2001 quand le premier est sorti, donc j'avais vraiment petit. Et je les ai vraiment adorés, et je les ai lus très vite après quand j'étais en 3ème, à 12-13 ans, un truc comme ça, je les ai lus à ce moment-là. Et donc ça m'est resté, et j'ai aussi lu Pierre Bottero, qui a aussi un style qui a un style très littéraire, qui moi je pense m'a beaucoup appris sur les comparaisons, l'utilisation de métaphores filées, tout ce travail sur l'image et ce qu'on peut évoquer par l'image de ce que ressentent les personnages. Moi, personnellement, c'est des inspirations que j'ai clairement de cet auteur-là, tout particulièrement, quoi. C'est lui qui avait cette forme-là d'écrire qui m'a paru être la plus belle, et celle que j'avais envie, peut-être pas d'imiter, mais au moins de rejoindre dans une pratique littéraire.
Alors, cette partie-là, c'est vraiment de l'inspiration, je pense, qui vient de ma famille, puisque du coup, il y a le côté matriarcal, le côté de femmes qui sont au pouvoir et qui possèdent, qui dominent la société et qui la contrôlent, qui sont celles qui sont au pouvoir. Ça vient, alors c'est pas un copier-coller, hein, mais ça vient de ma famille où ma grand-mère est Minang, vient du peuple Minang en Indonésie, à Sumatra. Et en fait, c'est un fonctionnement matrilinéaire. C'est les femmes qui héritent, c'est les femmes qui dirigent en partie la communauté. Et donc, moi déjà de base, c'était presque obligatoire. De toute façon, j'avais envie d'écrire un roman avec une majorité de femmes parce que j'en pouvais plus de lire des romans avec des mecs. Enfin, les aventures de 10... désolé, mes aventures entre couillus de 10 aventuriers, ils ont réussi à trouver que 10 mecs pour aller sauver le monde, c'est incroyable. C'est comme s'il n'y avait pas de femmes qui étaient capables de le faire, c'est magique. Ça me sortait par les yeux, j'en pouvais plus et je voulais vraiment qu'il y ait que des personnages féminins, donc du coup je me suis dit allons jusqu'au bout de cette démarche. S'il y a que des personnages féminins, en dehors de ces dits-là ou ces personnages-là seraient exceptionnels, il faut qu'il y ait une raison sociale et politique dans l'univers que tu construis à cette chose-là. Donc j'ai renversé le patriarcat que nous on connaît où c'est les hommes qui sont au pouvoir et j'en ai fait une sorte de patriarcat féminin parce que matriarcat c'est quand même autre chose que juste les femmes dirigeant dans un système matriarcal réel avec les peuples matriarcaux qu'on a connus et qu'on connaît encore dans notre monde actuellement. Les conflits sont pas du tout ceux qu'il y a dans mon roman ou sont pas du tout les conflits qu'on peut retrouver, les guerres, les choses comme ça, c'est pas pareil. Il y a une différence d'approche, il y a une différence de construction de la société qui est vraiment fondamentale et donc je voudrais pas dire que c'est un matriarcat parce que ce serait insulter les matriarcats qui existent de nos jours. Ce serait pas correct comme appellation. Mais du coup oui, cette communauté de femmes qui dirigerait, le fait qu'elles dirigent, c'était à la fois pour justifier le côté qu'il n'y ait que des personnages féminins, parce qu'il fallait qu'elles soient en position de se développer pleinement. Et je voulais aussi rendre un peu hommage à cette part indonésienne de ma famille. Et aussi, il y a l'Indonésie se retrouve dans le tissage, le fait qu'elles tissent leurs manteaux. Il y a une visite dans un village où il y a les tisseuses et elles sont le centre de la vie du village. Ça vient de l'Indonésie. Les itaques, les batiks, c'est notre... le tissu, la fabrication du tissu, c'est par village, c'est par région, c'est par peuple, c'est chacun à son identité, ça fait partie de notre identité. Donc c'était très important pour moi qu'il y ait ça. Et pareil, du coup, on y retrouve quelques détails. C'est pas beaucoup mis en avant parce que j'ai pas utilisé de mots indonésiens et j'ai pas utilisé de mots autres que occidentaux. J'ai utilisé vraiment que de français quasiment. Donc du coup, c'est pas forcément très visible, mais elle mange énormément de riz, elle mange avec les doigts. J'ai essayé de mélanger ce que moi je vivais dans ma famille qui est du coup métisse, c'est-à-dire à la fois avoir des choses très françaises, avoir une identité qui est très même franco-française, j'ai envie de dire, parce que mes grands-parents viennent de l'Allier, donc on est dans le centre de la France, Charroux représente, et à la fois l'Indonésie qui est à l'opposé, qui n'a parfois rien à voir, j'ai envie de dire, et en même temps, moi j'ai grandi avec les deux présents, les deux sont là toujours dans ma vie mélangés, c'est même quelque chose de nouveau qui se crée, c'est le métissage quoi, et c'était important pour moi qu'il y ait ça dans le roman. J'espère. J'espère qu'on peut dire qu'il est militant parce que c'était le but. En tout cas, c'était le but. C'est pas un roman à charge, on va dire, mais c'était important pour moi que j'avais envie que des gens le lisent et soient dérangés. C'est-à-dire que j'avais envie que des gens le lisent et disent il y a que des meufs, pourquoi ça m'intéresse pas. Il y a plein de personnages LGBT, pourquoi ça m'intéresse pas. Il y a une femme trans, pourquoi ça m'intéresse pas. Moi, je voulais que ces gens-là soient dérangés et je m'adressais pas à eux d'ailleurs. Je ne m'intéresse pas de les éduquer, pas avec ce roman-là, ça m'intéresse pas de leur dire en fait t'as tort parce que des gens différents existent, etc. Non, ça m'intéressait pas ça. Moi, je voulais qu'ils le lisent et que les personnes qui sont concernées, les personnes qui se retrouvent pas assez en fantaisie, donc personnes racisées, les personnes LGBT, etc., on soit plus représentés, qu'on puisse se voir dans un roman qui traite pas de ça comme sujet principal. Je voulais pas que le sujet du roman on parle de racisme, donc comme ça justifie qu'il y ait des noirs. Non, c'est en fait ils vivent des aventures et on peut exister et on peut représenter des personnages racisés, tout particulièrement LGBT aussi, en dehors du prisme des oppressions qu'ils vivent dans notre monde à nous. Et du coup, j'espérais je l'ai écrit aussi avec bien sûr toujours en arrière de la tête comme idée qui était là et qui me guidait de pas me laisser d'essayer de refuser de re-rentrer dans un système patriarcal un peu classique, blanc, hétéro cis aussi, et du coup j'ai essayé un peu je voulais que ça dérange un peu avec ça, donc j'espère que ça a mangé, j'espère que ça a dérangé des gens, un petit peu au moins. Un peu à tous, je pense. Il y en a forcément tous, ils ont un petit peu une part de moi, même les côtés un peu désagréables. Le personnage d'Eliane qui est extrêmement dirigiste, qui
qui fait les choses à sa sauce. Moi, je suis un peu comme ça aussi, hein. Parfois, je pense que mes amis subissent parfois un peu mes décisions, malheureusement. Donc, j'essaie de changer, mais voilà. Je sais que cette partie-là est là. Après, le personnage qui est le plus cher à mon... Pas le plus cher à mon cœur, parce que mon préféré, moi, c'est Myrdin, le salaud de service. Je l'adore. Et vraiment... Je l'aime plus que tout, toute sa vie, c'est le héros du prochain. Mais celle avec qui je pense j'ai le plus de points communs, c'est le personnage de Sophie, finalement, qui est l'héroïne, qui est le personnage principal, en partie, ce qui est pas, je pense, étonnant, parce que c'est mon premier roman, donc malgré tout, voilà, forcément, j'y mets... la première chose que j'ai à y mettre, personnellement, vu que j'ai 26 ans, que je n'ai pas vécu 1000 choses, c'est moi-même, et ce que moi je vois du monde, etc. Et... le personnage de Sophie, plus vraiment pour moi, c'était une métaphore du coming out et du fait d'être dans un milieu qui ne permet pas de s'épanouir pleinement, donc on va prendre de décisions. Je sais qu'elle a parfois un peu heurté parce qu'elle ne prend vraiment pas beaucoup de décisions, elle est très soumise, elle est très effacée, et je sais que ça peut être désagréable pour un personnage principal parce que elle est censée mener l'histoire, mais en fait pour moi c'était pas ça l'histoire. L'histoire c'était justement, en fait parfois on est dans une situation qui ne nous permet pas d'exister pleinement. Du coup, on n'a pas le choix que de se comporter comme ça. On n'a pas le choix que d'exister dans une version effacée et un peu désaturisée de qui on est vraiment. Une façon un peu en noir et blanc au lieu d'exister complètement en couleur tel qu'on le pourrait. Et c'était... je pense que c'était quelque chose que je traversais au moment où j'ai écrit Chant des Cavalières, donc ça a clairement infusé le texte aussi. Et du coup, je pense que même si j'aimerais être un peu stylée comme Béran ou... un peu royal des fois comme Roland, je pense que le personnage avec qui je partage le plus de points communs, c'est le personnage de Sophie. Alors le premier jet, la fin, je mets un point final à mon manuscrit pour une première fois en août 2019 du coup, pendant les vacances, parce que moi je travaille dans un collège donc j'ai des grandes vacances pour travailler sur mon livre, c'est pratique. Donc j'ai bossé dessus tout l'été, hein, à la fois je finissais la fin, parce que j'avais des chapitres, j'avais même pas le dernier tiers, hein, le dernier, moins que le dernier quart à finir. Vraiment les derniers chapitres quoi, à partir du moment où ils descendent... Enfin bref, je vais pas spoiler. Donc vraiment la fin quoi. Il fallait que je finisse ça d'écrire. Et en même temps j'avais commencé à relire déjà, donc je m'étais imprimé tout le début, je l'avais fait relier à la Corep, tel un mémoire d'étudiant. Et je me baladais avec sous le bras tout le temps et je le relisais et j'avais différentes couleurs pour les annotations, l'orthographe que je pouvais remarquer, c'est-à-dire rien parce que j'ai un orthographe dégueulasse, les incohérences par rapport à des choses que j'ai dites, par exemple je vais décrire la nature d'un cheveu d'une façon et après ça change, ou une couleur ou un lieu, des choses comme ça, ou même des fois un peu de caractère quoi, on va dire. Ça je me le notais, tout ce qui chantait pas à l'oreille, tout ce qui était pas parfait pour moi dans la lecture, comme si on l'avait lu à haute voix, tout ce qui était qui heurtait la lecture fluide, ça pareil je me le surlignais et je me mettais des petites notes, j'avais plein de post-it, j'avais même acheté des petits post-it en forme de feuilles exceptionnellement pour être dans le thème, pour me motiver, et j'ai relu tout ça pendant tout l'été, je me suis levée tous les jours à 7h30, j'ai jamais écrit autant de ma vie, et j'ai bossé sur ça, et du coup fin août je mets le point final. Donc j'ai rentré toutes mes corrections que j'avais vues moi, j'ai fini d'écrire, donc j'envoie ça à mon directeur littéraire du coup, qui fait sa relecture, il me le renvoie avec des commentaires du coup, comme sur Word là, tout simplement, hein, avec entrer un commentaire, et moi je peux passer de commentaire à commentaire, ça m'évite d'avoir à dérouler moi-même le texte, et je corrige ou je prends note de ce qu'il me dit. Il y a des choses où j'étais genre non, je préfère que ça reste comme ça, et des choses où effectivement c'était vrai, il y avait des fautes d'orthographe qu'il a repérées lui aussi, etc. Des répétitions, des choses comme ça, et bien sûr qu'on peut pas voir tout seul, hein, et même maintenant il y a encore bien sûr des coquilles, etc. dans le bouquin, même si là la réimpression ça va être corrigé. Et il y a toujours, de toute façon, il y a toujours des répétitions qui vont se glisser parce qu'on peut pas rester concentré parfaitement sur tout le long du texte. Je le lui renvoie, on fait encore un aller-retour, et après il part en relecture chez les moutons, donc par 2-3 autres personnes. Et à partir de là, on m'a renvoyé le prêt à tirer, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et bref, je l'ai relu, et il était, pour moi, il y avait rien à dire, donc j'avais pas plus à modifier à ce moment-là que je n'avais déjà travaillé dessus. Et donc il part en impression le 17 décembre, je crois, quelque chose comme ça. Du coup 2019. Et moi j'ai reçu mes exemplaires au début février 2020, et après le 21 février, qui est le jour d'anniversaire de ma maman, il est sorti. Voilà.
Donc c'était... Et j'ai reçu la couverture en image, en photo, par mail, ce que je n'ai pas vu parce que j'étais en vacances et je n'avais pas internet. Et du coup, c'est en allant à Bordeaux en journée pour aller à la librairie Mola que je trouve, que je vois que j'ai reçu, que je regarde enfin mes mails et là je vois que j'ai reçu la couverture et donc c'est là que je l'ai découverte dans la voiture en arrivant dans Bordeaux et j'étais très très heureux parce qu'elle est vraiment vraiment magnifique. Voilà. Alors, c'est pas que j'ai pas eu mon mot à dire, mais disons que j'ai reçu cette version-là. C'est la première version que j'ai reçue, c'était celle-là, et je pouvais renvoyer avec des commentaires, si j'avais eu vraiment des oppositions. Sauf que je l'ai trouvée parfaite, donc j'ai dit c'est bon. Et voilà, ça a été l'échange le plus rapide de l'histoire. C'était Melchior envoie ça, et j'étais genre bah parfait, non? Enfin voilà, nickel, ok, super, c'est fait. Encore un truc de moins à gérer. Voilà. Oui. Alors déjà j'ai une nouvelle qui sort bientôt, parce que du coup, c'est un projet un peu passé du coup, qui est terminé, mais entre guillemets, puisque là j'ai une nouvelle qui sort aux éditions Projet Silex, qui sont des éditions lyonnaises hyper sympas, qui font beaucoup de travail sur un circuit court du livre, bien payer les auteurs, proposer des textes qui soient de qualité. Et en fait ils ont fait un appel à texte de nouvelles de fantaisie animalière, avec donc, des animaux, un peu comme à la... je sais pas, les légendes de la garde, voilà, des animaux qui pensent et qui agissent. Et on a... ils pensent et ils agissent dans la vraie vie aussi, je veux dire, mais voilà, on va dire version avec des petites capes et des épées, pour être très grossier. Et du coup, j'ai répondu à l'appel à texte et j'ai du coup une nouvelle qui sort là en avril-mai 2021, sachant que c'est une campagne de financement participatif sur le site de Projet Silex. Donc si vous avez envie de lire la nouvelle Mus de la Brèche, qui parle de souris lesbiennes, évidemment, qui cherchent à retrouver leur amour perdu, vous pouvez vous engager dans la campagne de Projet Silex pour le recueil de textes Projet Férocité. Je vais y arriver. Et sinon, j'écris en ce moment une suite au Chant des Cavalières. Alors, c'est pas une suite exactement, parce que l'idée c'était qu'ils se lisent indépendamment, que ce soit à la fois parce que moi, j'avais pas pensé le Chant des Cavalières comme une trilogie ou comme une duologie ou quoi que ce soit. C'est un livre qui est pour moi qui tient tout seul. Enfin voilà, même il existe tout seul, on peut le lire seulement lui et avoir un objet entier. Et ça facilite la tâche et à mon éditeur et au libraire de vendre à la vente aussi. Et je pense que c'était important de penser aux libraires en particulier aussi, dans le sens où c'est quand même plus simple de pas avoir de stock tome 1, tome 2, tome 3, mais de dire tu peux élire le Chant des Cavalières et avoir, j'espère, le prochain, et après faire commander par exemple, ou faire venir après si vraiment c'est nécessaire pour les lecteurs et les clients l'autre roman. Donc du coup oui, je suis en train de bosser sur une pseudo-suite qui se tiendrait aussi seule et qui pourrait se lire sans avoir lu le Chant des Cavalières. Voilà. Qui du coup se passe 4 ans après, et dont... Alors il y a énormément de personnages, je suis partie sur un truc choral avec beaucoup de gens, donc on va voir si j'y arrive. Mais pour l'instant, les personnages, on va dire, principaux, ce sera Béran, qu'on a déjà vu, Roland, Myrdine et Brigandine, qui sont du coup deux cavalières, et le prince et le mage. Voilà. Donc, oui. Ma question préférée. Alors déjà, Ursula Le Guin. C'est la plus grande autrice de SFFF du monde. Il n'y a pas à chipoter, Ray Bradbury Who, tous les autres, même J.R.R. Tolkien, Ursula Le Guin. S'il faut lire une personne, pour moi, c'est Ursula Le Guin. C'est la science-fiction que je préfère. C'est de la science-fiction humaniste, elle est spirituelle, elle est lyrique, elle est incroyable. C'est la limite la seule science-fiction que j'ai envie de lire. Mais je regarderai toujours Star Wars, mais voilà. Et pareil, son imaginaire est incroyable, et elle a déblayé des possibilités d'écriture au niveau des questionnements de genre, de sexualité, etc., qui sont peut-être pas la première, mais pour moi, c'est ce qui m'a clairement ouvert les yeux en me disant « Ah, mais elle peut le faire, elle l'a fait, c'est pas juste entre nous, au sein de la communauté queer, on se questionne sur le genre et on fait notre truc entre nous en fanfiction, quoi. C'est non, on peut l'écrire, on peut le publier, et on peut en plus devenir une autrice d'une envergure... mondiale, donc c'est vraiment mon autrice préférée. J'ai lu tous ses livres quasiment et je les relis et je m'en abreuve énormément, même si on n'a pas du tout le même style d'écriture. Mais au niveau de l'histoire, en tout cas, je sais pas, je pense qu'elle m'inspire énormément. Je suis très très fan de Stéphane Plateau, chez Les Moutons aussi, qui écrit la saga, je sais pas combien de tomes il y aura, donc la saga Les Sentiers des Astres, et le tome 1, Manèche, c'est aussi un des livres sur lequel je reviens quand j'ai du mal à écrire, je le relis, et après je redémarre.
Donc vraiment beaucoup d'amour pour cette histoire-là, même s'il y a que des mecs pour le coup, et une meuf. Mais c'est pas grave, je lui pardonne ce petit défaut. Après... ça me demande de réfléchir un peu. Il y a 2 noms, et après je sais pas... si, il y a forcément Pierre Bottero, qui est mon romancier d'enfance, on va dire préféré. C'est parce que Pierre Bottero écrivait des livres que je me suis dit, moi aussi je vais écrire des livres et je vais être comme Pierre Bottero. Donc... voilà, clairement, sa façon de construire l'univers avec l'idée que tous ces romans, même si ces trilogies sont un peu indépendantes, à part les Willan qui se suivent quand même, donc c'est un peu utile de les avoir lus, mais Elana ça se lit à part, l'autre ça se lit à part, et Les âmes croisées qui n'a jamais pu finir ça se lit à part aussi, et en fait tout se relie. Quand on les lit, la lecture de tous les livres enrichit la lecture d'un livre unique, et moi c'est ce que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie d'écrire des livres qui sont libres, qui sont séparés les uns des autres, qui existent indépendamment, mais quand on les lit tous, on a un enrichissement et on découvre plus de l'univers, et si on est passionné par ça, c'est tout bénef, quoi, on va dire, mais en même temps ça n'empêche pas la lecture et de savourer les livres indépendamment les uns des autres. Je pense qu'il y en a 2, on va dire. Il y a celui que je suis en train de finir là, qui est This is how you lose the time war, qui va sortir sous le nom de Les oiseaux du temps, il me semble, en français, et qui est traduit par mon directeur littéraire, incroyable, et que je suis en train de lire là en anglais, et qui est magnifique, et c'est une histoire d'amour durant la guerre du temps entre 2 méta-humains mais qui utilisent le féminin, donc il y a un questionnement de genre pour moi personnellement, je trouve en tout cas, donc qui est vraiment magnifique, et c'est superbement écrit, c'est des trucs un peu, enfin c'est de la science-fiction on va dire, avec plein de règles, puisque du coup il y a une histoire de voyage dans le temps avec différents fils de temps qu'on relie, qu'on machin, et pourtant c'est hyper fluide, ça se comprend tout seul, les lettres sont d'une beauté incroyable. J'avais lu 30 pages et je voulais que jamais ils se finissent, je voulais qu'il continue indéfiniment, qu'à chaque fois que je l'ouvre il y a une nouvelle page que j'avais pas vue, que j'avais pas lu et que je pouvais poursuivre. Donc ça c'était vraiment c'est un coup de cœur énorme, mais je pense que il va rester vraiment très présent pour moi, ça va être un livre de chevet pour les années à venir. Et sinon j'ai découvert Lionel Davout, je vais y arriver, récemment, parce que du coup j'avais jamais lu de ses livres, et j'ai lu quelques-unes de ses nouvelles à la fin de l'année dernière, et là j'ai lu je viens de finir La Messagère du ciel, qui est le premier tome des Dieux sauvages, et c'est incroyable. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Il y a une personnage principale d'une meuf qui est hyper forte, et tous les personnages sont je trouve très complexes, très construits, c'est très bien écrit, moi j'aime énormément cette langue, les personnages d'antagonistes sont à la fois attachants et repoussants, ce que je préfère particulièrement personnellement, j'aime bien détester les méchants, c'est la meilleure chose. Et voilà, c'est un peu une sorte de... Je trouve qu'il y a énormément de liens avec l'histoire de Jeanne d'Arc et avec bon, c'est rigolo parce que moi je m'appelle Jeanne d'Arc, forcément. Et aussi avec les histoires d'élus aussi, et quand on est choisi par... Là, pour le coup, littéralement choisi par un dieu, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a encore du libre arbitre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut décider de son chemin ? Ça rejoint des questionnements que moi j'ai, et je trouve que c'était vraiment chouette. Et c'est, pour le coup, moi qui suis croyant, je trouve que ça m'a pas choqué, ça m'a pas coupé de la lecture, au contraire je trouve que c'est assez intéressant, je trouve que ça donne encore plus un côté intéressant à la lecture quand on se dit et si Dieu existe, moi je crois qu'il existe, et elle existe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça donne sur les destinées que nous on peut se forger en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on décide de faire et qu'est-ce qu'on laisse décider pour nous. Alors, c'est un peu communautariste, mais en ce moment je cherche des histoires queer. S'il y a que des personnages cis, s'il y a que des personnages hétéros, s'il y a que des blancs aussi, s'il y a pas de personnages racisés, moi c'est non. J'ai énormément de mal à me mettre dans l'histoire. Parce que j'ai l'impression on n'a pas tout dit, on n'a jamais tout dit, hein, bien sûr, et je veux dire à personne arrêtez d'écrire vos histoires, c'est pas du tout ça, hein, mais s'il y a pas un peu de... Si le monde va pas plus loin que... si l'univers... Enfin, ce qui est fantastique et qui est un univers où on peut tout avoir, où il y a la plus d'ouverture possible, il y a des dragons, il y a des chimères, il y a tout ce qu'on veut, il y a de la magie, et pour autant, on réussit à avoir tout le monde qui soit hétéro, je trouve que c'est quand même un miracle un peu gros, on va dire. Enfin, miracle. Et du coup, je pense que... Enfin, c'est un peu dommage, mais il y a des textes je vais pas réussir à rentrer dedans, même s'ils sont super bien écrits, ou alors il faudra vraiment qu'ils soient très très bien écrits, quoi. Mais genre je sais pas, Stéphane Plateau il y a pas de personnage queer, mais pour autant je suis hyper attachée au livre parce qu'il est tellement bien écrit, mais c'est vraiment ça qui sauve pour moi, c'est la langue et l'histoire qui est incroyable, mais en dehors de celui-là et en dehors de très, très peu de livres comme ça que je pourrais compter sur les doigts d'une main, moi alors ça rachète pas pour autant, hein, je pense pas que c'est parce qu'il y a des personnages racisés ou des personnages, on va dire qu'il y a une diversité à la page, pas à l'image du coup, mais dans le livre, que ça rachète un texte bancal, hein, au contraire, mais s'il y a pas un tout petit peu
si l'histoire d'amour, je commence à lire, et puis paf, il y a un mec, une fille, comme ils sont dans la même pièce, forcément ils vont être ensemble, ça me coupe de l'histoire complètement, et j'en sors immédiatement. Donc je pense que, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est vraiment ça que je cherche en ce moment, et depuis très longtemps maintenant en fait. Et aussi, en ce moment, je relis de la science-fiction, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, donc ça c'est cool. C'est grâce à This is how you lose the time war, mais c'est parce qu'il y a des lesbiennes, forcément. Et clairement, du coup en ce moment, je lis un peu moins de fantasy, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10-15 ans, et je lis un petit peu de science-fiction, j'essaie de sortir un petit peu de mon terrier de high fantasy pour découvrir un peu d'autres choses. Et me renouveler un peu aussi, parce que l'imaginaire, il est nourri que de ce qu'on lui donne à manger, on va dire. Donc voilà, si je reste toujours sur la même veine, je ne vais pas me renouveler. On va parler de jeux vidéo. Alors, un jeu vidéo favori, j'ai Dragon Age, qui est mon jeu vidéo préféré de tous les temps. En particulier Dragon Age Origins, qui est le premier, qui est vieux, qui est moche, qui est insupportable, il est codé avec les fesses. C'est horrible, et pourtant j'y retourne à chaque fois, en plus difficile au niveau de la difficulté de jeu, donc en plus il est de plus en plus frustrant, et pourtant il est incroyable. L'histoire, pour le coup, pour moi c'est un des jeux vidéo les mieux écrits, particulièrement Dragon Age Origins, les suivants ont leurs défauts, et particulièrement Inquisition, même si je l'aime d'amour. Pour moi Dragon Age Origins c'est le livre, c'est le jeu vidéo, j'allais dire le livre, puis le film, puis le jeu vidéo, donc vraiment je me suis perdue. C'est le jeu vidéo avec l'écriture la plus poussée, et c'est pour ça qu'il reste iconique. C'est parce que les graphismes sont passés, les graphismes des personnages tout particulièrement sont passés, les animations entre personnages, la musique parfois, la musique des romances, c'est trop, calmons-nous. Et pour autant, il reste incroyable. Parce que les personnages et la construction du personnage qu'on peut amener en tant que joueur du coup, de RPG, et les choix qu'on fait, et les conséquences qu'elles ont qu'on ne peut pas prévoir avant d'y avoir joué, parce que du coup le jeu ne te donne aucune indication, c'est on joue et puis à la fin c'est mais je vais me faire assassiner maintenant parce que je suis pas devenue avec machin, mais personne m'a prévenu. Bah ouais, mais en fait c'est ça le jeu, c'est justement on le fait et on le refait et on le refait, et moi maintenant je l'ai bien séché parce que je pense que j'ai 300 heures de jeu dessus quand même, donc je l'ai bien utilisé, mais pour autant maintenant j'y rejoue encore et je me refais toujours mon personnage canon, celle que je considère être ma Warden. C'est l'histoire de garde des ombres qui sauve le monde de zombies grosso modo, hein, c'est très très grosso modo, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose auquel je reviens très souvent. Là, je m'y suis remis, donc en ce moment, je n'écris pas, je joue aux jeux vidéo. Voilà, c'est la faute de BioWare, hein. Vous pouvez vous plaindre à eux directement si j'écris pas. Et c'est vraiment je pense que c'est mon doudou dans la vie. Enfin, les gens ont, vous savez, un livre où on revient, un film où on revient. Moi, je reviens à ce jeu vidéo très précisément. Comme beaucoup d'autres gens, je pense, hein, c'est pas unique, hein, mais voilà. Et au niveau des films, je regarde... ça serait pas un film précis, mais c'est des réalisatrices, et du coup c'est les sœurs Wachowski. Et clairement les sœurs Wachowski, les Matrix, mais aussi Cloud Atlas, et particulièrement la série Sense8, c'est des choses auxquelles je vais revenir, et ça va me faire pleurer comme la première fois, ça va me toucher comme la première fois. Moi je suis hyper fan de Jupiter Ascending, hein, je suis désolée, mais c'est un des meilleurs films, et si vous l'aimez pas, vous avez pas de goût. Voilà, tout le monde n'est pas égaux dans la vie, hein, voilà. Bon, y a des gens qui ne comprennent pas que Jupiter Ascending c'est du génie, mais c'est pas grave. Et vraiment c'est vraiment mes réalisatrices préférées, j'aime tous leurs films à l'amour égal, et je trouve qu'ils sont incroyables, et il y a des thèmes qui sont magnifiques, et et le fait qu'elles parlent, les personnages qu'on a dans Sense8, avec bien sûr, voilà, c'est des réalisatrices blanches, hein, donc bien sûr elles ont leurs shortcomings, leurs limites, mais voilà, moi ça reste quand même les réalisatrices que je trouve les plus passionnantes. Moi j'attends Matrix 4 avec impatience, je pense que ça va être super bien, et voilà, c'est Lily Wachowski qui s'en occupe, quoi, donc ça va forcément être bien. Et vraiment tous leurs films, tous leurs séries, Sense8 tout particulièrement, c'est là où je reviens quand j'ai besoin de me consoler du monde. Sense8. Ouais, Jupiter Ascending, c'est vraiment un film que j'adore, et les gens ils sont genre non, il est pas bien, mais c'est pas grave. Tout le monde n'a pas beaucoup. Voilà, c'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont pas de goût, c'est comme ça. À part un garçon et une fille dans une même pièce, ça veut dire forcément il y a une relation. Je pense qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Mais ce qui veut pas dire que ça va pas être bien amené, hein. Il y a des couples hétéros que j'aime beaucoup, hein, que je supporte en tout cas. Faut pas que ce soit automatique, quoi. Il faut que ce soit parce que les personnages sont créés. Je pense que dans les Ghibli il y a ça. Il y a toujours un héros garçon et un héros fille. Et il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les Ghibli. En tout cas des histoires d'une sorte d'amour. Est-ce qu'il est romantique, est-ce qu'il est amical, c'est jamais tranché, assez volontairement d'ailleurs. Mais pour le coup ça fonctionne parce que c'est pas parce que et Miyazaki le dit lui-même, c'est pas parce qu'ils sont dans la même pièce que forcément ça doit marcher. Il faut que leur personnalité corresponde, il faut que leur vécu se rejoignent. Et moi je pense que ça c'est un truc qu'il y a dans certains cas,
Je dis pas de façon générale, j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit en écriture, mais de général, j'ai l'impression que si ça n'est pas présent, s'il n'y a pas du coup cette volonté de créer des liens, des relations, des personnages qui vont se rejoindre quelque part ou se diviser, mais qui est, je sais pas comment dire, mais si les personnages n'ont pas une interaction, une alchimie qui se passe, pour moi, c'est pas la peine de... Enfin, je vois pas pourquoi ils auraient une romance qui se créerait, et en général, ça m'énerve vite. Voilà, surtout quand c'est automatiquement parce qu'ils sont hétéros, forcément. Ils sont ensemble. Je sais pas trop. J'aime pas quand les gens qui écrivent sur le froid, ils disent que quand il fait beau, il fait plus chaud à cause du soleil. C'est très précis, mais alors quand il fait froid, quand on vient d'un endroit où il fait froid, on sait que quand il fait beau, contrairement aux nuages, en fait, il fait plus froid encore. En général, quand il y a du soleil, la température descend. En dehors du printemps, où nous, avec notre réchauffement climatique, on est d'accord, mais normalement, voilà, dans la toundra, quand il y a du soleil, il fait froid. Et quand il y a des nuages, il fait un peu plus chaud parce qu'il y a... la couverture nuageuse fait plus de réverbération, un truc comme ça. Et bref. Donc ça m'énerve. Quand je le dis, ça me fait sortir d'une histoire directe. C'est comment ça? Et les gens qui s'adossent aux arbres sous la pluie et qui sont je suis au sec. Parce que les arbres, ils font... tout leur boulot, c'est de ramener la pluie jusqu'à leurs racines. Donc du coup, si tu t'adosses à un tronc sous la pluie, alors déjà, s'il y a un orage, tu vas mourir. Et ensuite, s'il pleut, l'eau coule le long du tronc pour aller aux racines. C'est le boulot de l'arbre de faire ça. Et donc, on n'est pas à l'abri. Détaché du tronc, oui, mais collé contre le tronc, on est mouillé. Voilà. Donc ça me... Mais j'ai une grande passion pour les arbres. Si on dit du mal des arbres, ça m'énerve. Quand il y a des bûcherons, ça dépend. L'ONF, oui, les autres, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est des clichés, mais j'aime bien certains tropes qu'on retrouve dans l'écriture, genre les found families, les familles trouvées. Les gens qui viennent de partout et qui se rassemblent et qui maintenant se considèrent les uns les autres comme la même famille alors qu'ils sont pas liés par le sang mais par l'amitié. Moi, ça me parle à tous les coups. S'il y a ça et que ça fonctionne, là, je suis à fond et je vais lire tout, même si c'est nul, même si c'est mal écrit, même si l'histoire, il y a 25 tomes alors que ça pouvait être fini il y a 10. Je vais continuer de regarder. C'est pour ça que j'ai regardé Supernatural jusqu'à la fin. C'est parce qu'il y avait cette histoire de on est frères, même si on n'est pas frères, en fait. Voilà, c'est bon, c'est parti. On est parti pour 15 saisons. Misha Collins, tout ça. Et j'aime beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup les histoires d'amitié qui transcendent les relations familiales. Bon, moi j'ai une famille qui m'adore et que j'adore, donc c'est pas du tout un truc que forcément j'ai besoin, mais je trouve que c'est... j'ai énormément d'attachement pour mes amis et j'aime beaucoup que les personnages, que les relations amicales soient prépondérantes dans une histoire. C'est plus que l'histoire d'amour. Moi je préfère l'histoire d'amitié. Je préfère les relations amicales, j'aime beaucoup les relations... Moi j'adore s'il y a un mentor aussi avec un apprenti. Ah oui, alors ça... J'aurais dû commencer par là. Et forcément, s'il y a un mentor avec un apprenti, genre les Jedi avec les Padawan et les maîtres Jedi, ça marche. Forcément, ça marche toujours avec moi. J'adore la relation. Même, il faut qu'elle soit un petit peu remise en question, qu'il y a un petit peu de tricotage de attendez, c'est pas forcément sain, il faut pas oublier que... et puis des fois, l'apprenti apporte quelque chose au maître, ça j'adore, il faut que ce soit un peu complexe, on va dire. Mais il faut pas que ce soit genre maléfique, Je déteste quand le maître devient en fait c'est un connard ou inversement l'apprenti. Il n'y a pas de relation, on va dire, forte entre eux. Ça m'intéresse pas. Là, ça, je me sens trahie dans la promesse qu'on m'avait faite dans le livre. Mais alors, dès qu'il y a une histoire de maître ou de maîtresse, d'où le fait que les cavalières ont... soit il y a des maîtresses qui ont des écuyères, je veux dire, le truc écuyère novice, aînée, écuyère, cavalière écuyère novice, je me rappelle même pas moi-même. C'est clairement un peu piqué à Star Wars. Là, on a du maître Jedi, Padawan, novice. Novice, d'ailleurs, c'est le nom dans Star Wars aussi. Donc, voilà. Merci, George Lucas. J'ai beaucoup aimé écrire la fin, parce que j'arrivais au bout de ce que je voulais dire, donc c'était assez satisfaisant. Et j'ai trouvé que... j'avais fait du chemin dans l'écriture, puisque j'avais écrit tout le début, donc j'avais progressé. Donc ça, c'était assez naturel, ça s'est fait très vite. Je l'ai pu l'écrire en une seule fois, et le fait que j'étais en vacances, entre guillemets, et que du coup je pouvais bosser toute la journée sur le roman, j'étais vraiment plongée dedans, et je me suis immergée dans le roman pendant 1 mois et demi pour le finir, et c'était très très... c'était épuisant et très satisfaisant en même temps. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Que j'ai pas aimé, en fait, moi j'aime écrire mais j'aime pas écrire quoi. On va dire que il faut... Des fois j'ai des idées dans ma tête, j'ai même des phrases dans ma tête, j'écris dans ma tête et tout dans la journée. Et après il faut que je les écrive, il faut que je les tape. Et là je dis, c'est pas suffisant de l'avoir inventé, il faut que je le partage avec le reste du monde. Donc là, oui, en fait, j'aime écrire, mais je n'aime pas me mettre devant mon ordi et taper. Je n'aime pas quand je suis pas chez moi, que j'ai un cahier, que je suis dans le train, que je suis dans un café, que j'ai un petit moment de pause comme ça et que j'écris, là, ça va. Mais par contre, quand je
quand je suis devant chez moi et qu'il faut que, enfin, que je suis chez moi, que je suis devant mon ordi, qu'il faut que je travaille, genre, on va dire sérieusement, là c'est une torture, sans nom. Donc j'aime écrire, mais j'aime pas écrire. Alors, abnégation, c'est un nom, ça ne marche pas. On va dire que c'est bon. Allez, abnégation. Rêverie et travail. Lève tôt. Livre papier. Fantaisie. Seigneur des Anneaux. Un Hobbit. Iron Man, il faut que les super-héros soient tenus pour responsables de ce qu'ils font, c'est parce qu'on a des pouvoirs qu'on peut se décider au-dessus des lois. Studio Ghibli. T. À la main. En musique. Alors, mon chat que j'aime et que j'adore, mais les chiens en général.